Bonjour, donc toujours avec ce chapitre de dynamique relativiste, je passe à la partie reliée aux collisions relativistes, qui est une partie importante de la physique, surtout la physique des particules et la physique des hautes énergies, qui sert à trouver les nouvelles particules et les particules qui sont créées à très haute énergie et même les particules qui étaient présentes lors de la création de l'univers. Bon, on va prendre quelques exemples de ces collisions. Je vais considérer tout d'abord une collision entre deux particules. Supposons qu'on a une particule incidente M1, donc qui voyage à une certaine vitesse, V1, qui vient frapper une particule cible M2. Donc la particule cible M2, elle est initialement au repos. Donc il y a deux particules qui entrent en collision, ce qui peut donner des particules après collision M3, M4 et peut-être aussi une troisième particule M5, etc. Donc là, nous sommes dans des énergies très élevées, peut-être 1 et 2 vont changer de nature et devenir 3, 4, ou bien 3, 4 et 5, etc. On va voir la différence dans un instant. Bon, comme dans une collision classique newtonienne, il y a bien sûr conservation de l'énergie totale et conservation de la quantité de mouvement. Donc, de même, comme une collision newtonienne. Toujours, il y a conservation de la quantité de mouvement total et de l'énergie totale. C'est-à-dire E1 plus E2 avant la collision, qui vont donner les énergies E3, E4, E5, etc. Donc E1 plus E2 doit être égal à la somme des énergies après collision, E3 plus E4 plus, etc. De même, P1 et P2, donc les quantités, ou bien la somme des quantités de mouvement avant la collision doit être égale à la somme des quantités de mouvement après collision, P3, P4, P5, etc. Là, j'ai mis P minuscule, donc pour dire que c'est P en 3D. Donc, la quantité de mouvement en considérant l'espace X, Y, Z. Donc, quand je note P minuscule, c'est le P, la quantité de mouvement en 3D. Donc, ces deux équations peuvent être simplifiées par une seule équation qui est la conservation du quadrivecteur mouvement. P majuscule, c'est-à-dire P1 plus P2, la somme des quadrivecteurs quantité de mouvement avant la collision qui est égale à la somme des quadrivecteurs après collision. Donc, pourquoi seulement le quadrivecteur mouvement? Parce que le quadrivecteur mouvement, il y a les premiers trois composantes de l'espace qui représentent P3D, qui est noté en minuscule, puis il y a P0 qui représente l'énergie. Donc, ces deux équations-là sont toutes les deux incluses dans cette équation, dans cette seule équation qui est la conservation de la quadri-quantité de mouvement. Donc, on peut la mettre au carré, qu'elle devient invariante, puisque le carré d'un quadrivecteur ou bien d'une somme de quadrivecteurs est invariant et on fait le calcul pour trouver les quantités après collision. Et aussi, comme dans un cas classique, ces collisions peuvent être élastiques ou inélastiques ou bien non élastiques. Et on va voir la différence entre ces deux collisions. Bon, on va considérer une certaine collision. M plus M1 et M2, donc une masse M1 et une masse M2 avant la collision, qui donne dans ce cas M3 et M4. Bon, il y a deux possibilités. Donc, il y a une première possibilité que M3 et M4 sont identiques à M1 et M2, c'est-à-dire les deux particules M1 et M2 font leur collision et il reste toujours, après cette collision, il reste toujours M1 et M2, ou bien M1' et M2' avec
avec un échange d'énergie et échange d'impulsion, ou bien échange de quantité de mouvement. Dans ce cas particulier, la collision est considérée comme une collision élastique. Donc, les mêmes particules avant la collision sont les mêmes après collision. Donc, M1, M2 donnent M1' et M2'. Donc, les mêmes particules initiales restent après la collision. Par contre, il y a une autre possibilité que M3 et M4, c'est-à-dire les produits de cette collision, soient différents de M1 et M2. C'est-à-dire deux nouvelles particules M3 et M4 différentes de M1 et M2, avec des masses différentes. Bien sûr, il y a échange d'énergie et de quantité de mouvement, mais les masses de M3 et M4 sont différentes des masses de M1 et M2. Dans ce cas, la collision est considérée comme une collision non élastique ou inélastique parce qu'il y a changement de masse. Donc, la particule M3 est différente de M1 et la particule M4 est différente de M2. Donc, ce cas est le cas d'une collision inélastique ou bien non élastique. Bien sûr, ça inclut les phénomènes de désintégration, donc une masse qui se désintègre en plusieurs masses. Donc, ce phénomène aussi est considéré comme une collision non élastique. Donc, quand il y a un changement de masse, c'est une collision non élastique. Bon, une chose aussi importante dans l'étude des problèmes de collision, c'est le choix des repères. Donc, on va voir plusieurs choix de repères. Un premier choix, c'est de simplement utiliser un repère qui est relié à l'une des particules, M1 ou M2, qu'on appelle R'. Donc, dans ce repère R', donc supposons par exemple que le repère R' est attaché à la particule numéro 2. Donc, dans ce repère, la particule M2 est au repos, donc sa quantité de mouvement en 3D est 0. Et bien sûr, elle a une énergie E'2 ou bien E2 ou E'2, puisque ce repère est appelé R', ou bien vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc, la quantité de mouvement de la particule 2 est ce quadrivecteur. Et pour la particule numéro 1, bien sûr, il y a l'énergie E'1 qui représente E'0'. Et puis, il y a son impulsion, ou bien sa quantité de mouvement en 3D, P'I de 1. Donc, I allant de 1 à 3, donc suivant X, Y et Z. Bon, on peut choisir d'avoir une invariance, bien sûr. Comme d'habitude, on utilise des quantités invariantes. Donc, on prend le produit scalaire, donc P1, P2 dans le repère R, dans le repère du laboratoire ou bien dans le repère du détecteur avec lequel vous observez ces particules, est égal au même produit dans le repère R' attaché à numéro 2, par exemple. Donc, est égal à P'1 fois P'. Donc, c'est un produit scalaire, comme d'habitude, un produit scalaire de deux quadrivecteurs. Donc, c'est une quantité invariante. Bon, il y a un autre choix d'un autre repère, c'est d'utiliser un repère. Ça, on l'utilise beaucoup dans les problèmes de collision et dans la physique des particules. C'est d'utiliser un repère lié au centre masse, au centre de masse des particules avant collision. Donc, qu'on appelle R étoile. Donc, vous avez M1 et M2. Et puisque M1 et M2 sont deux particules différentes, donc il y a un centre de masse de ce système de particules. Donc, on choisit d'avoir, ou bien on peut choisir un repère qui est lié ou bien qui est attaché à ce centre de masse. Bien sûr, le centre de masse qui peut être un point qui n'appartient pas aux deux particules. Ça, vous le savez depuis la mécanique newtonienne. Bon, comment définir ce repère de centre de masse
R étoile. Euh, Supposons qu'on a n particules, donc n peut être n'importe quel entier. Donc pour n particules, le repère R étoile lié au centre de masse est défini comme étant le repère où la somme des quantités de mouvement est nulle. Donc la somme des quantités de mouvement dans ce repère lié au centre de masse, elle est toujours nulle. Donc la somme des PI étoiles, bien sûr, I allant de 1 jusqu'à n, le nombre des particules, est toujours nulle. Donc, on a un repère R qui est le repère du laboratoire et du détecteur fixé dans le laboratoire. Et il y a un repère R étoile qui est lié au centre de masse de ces particules. Bon, pour définir ce R étoile, il faut trouver sa vitesse par rapport à R et voir s'il est vraiment un repère inertiel ou non. Parce que s'il n'est pas inertiel, ça ne nous sert à rien d'avoir un repère non inertiel. Donc, essayons de trouver la vitesse de ce R étoile par rapport à R pour voir s'il est inertiel ou non. Bon, on va supposer que l'impulsion est suivant X, ou bien la quantité de mouvement est suivant X. Donc, P étoile, donc PIX, c'est PI en 3D moins V PI0 sur racine de 1 moins V carré d'après Lorentz. Donc, on a deux repères différents. Bon, on va voir si cette relation s'applique et si ce repère inertiel. Bon, supposons qu'on utilise la transformation de Lorentz entre ces deux repères. Bon, nous savons bien que par définition, la somme des PI étoiles est égale à 0. Donc, si la somme des PI étoiles égale 0, donc cette somme, la somme des PI x moins V, la somme des PI 0 sur racine de 1 moins V carré est égale à 0. Donc, le numérateur qui est égal à 0. Donc, ce V est égal à la somme des PI x sur la somme des PI 0. Donc, c'est en fait la somme des PI x dans le repère R sur la somme des énergies. Donc, voilà, la vitesse de ce repère R étoile par rapport à R est égale à la somme des PI dans le repère R, qui est une somme différente de 0, nous sommes dans R maintenant, sur la somme des énergies EI. Ou bien on multiplie par C carré, donc si vous considérez un repère où C est différent de 1, donc il faut multiplier par C carré. Donc c'est la somme des PIX, ou bien si vous avez d'autres directions Y et Z, vous les utilisez. Donc c'est la somme des quantités de mouvement dans R sur la somme des énergies fois C carré, ça nous donne la vitesse donc dans R. Bon, si vous regardez, donc il y a deux quantités. La somme des C carré est une constante. Donc il y a la somme des PI et la somme des EI. Est-ce que ce sont des constantes? La somme de PIX, c'est la quantité de mouvement total, P total, qui est conservée parce que nous travaillons dans un système isolé, un système de particules, deux ou trois ou n particules. Ce système est isolé, donc, comme dans un cas classique, la somme des PX, qui est la quantité de mouvement total, elle est conservée, donc c'est une constante. La somme des énergies et l'énergie totale, aussi l'énergie est conservée dans un système isolé. Donc, si somme des PI sur somme des EI fois C carré est aussi constant, donc V est aussi constant. Donc, puisque V est constant, donc ce repère R étoile est bien un repère inertiel, donc nous pouvons l'utiliser dans nos études des problèmes de collision. On peut faire des transformations de Lorentz entre R et R étoile, etc. Donc, comme dans n'importe quel autre repère inertie. Bon, prenons un cas particulier, le cas d'une désintégration.
Ça, vous allez le voir dans la physique nucléaire. Donc, il y a des particules qui sont instables, qui se désintègrent. Donc, on a une masse M, grand M, qui se désintègre en deux particules, M1 et M2. Bon, donc on a les deux invariances de P et de E, donc P3D, le P minuscule. Donc P de la particule grand M initiale est égal à P1 plus P de E. Et bien sûr, l'énergie de E est égale à l'énergie de M1 et de M2, c'est-à-dire à E1 plus E2. C'est la conservation de P3D et de E. Bon, prenons quelques cas particuliers. Supposons maintenant que la particule M était au repos dans R. Donc, une particule M radioactive, elle est mise au repos dans le laboratoire, à côté du détecteur qui est au repos. Donc, sa quantité de mouvement est nulle. Donc, P1 plus P2 est égal à 0. Donc, la vitesse de R étoile par rapport à R, qui est la somme de P sur la somme de E fois C carré, est nulle, parce que P1 plus P2 est égal à 0. Dans ce cas, R étoile et R sont confondus. Donc, il n'y a pas un repère séparé qui est relié au centre de masse. R et R étoile ils forment le même repère. Donc, il n'y a pas de différence entre R étoile et R. Bon, par contre, si M se déplace à une vitesse V' ou n'importe quelle vitesse, donc dans ce cas, la vitesse ne sera plus nulle. La vitesse de R étoile par rapport à R, donc c'est la somme de P sur la somme de E fois C carré. Donc c'est P total sur E total C carré, ou bien P et E initial de grand M, qui est fois MV', la quantité de mouvement de M, sur l'énergie de E, qui est MC carré fois C carré. Donc on simplifie M, on simplifie C carré, V'. Donc, dans ce cas, R étoile sera confondu pas avec R, mais avec le repère lié à M. Donc, si M se déplace, il y a un repère attaché à cette masse M. Dans ce cas, R étoile est relié au repère attaché à M. Donc, qui est bien sûr le repère du centre de masse. Bon, bien sûr, dans tous les cas, on a les sommes des P est égal 0 par définition dans R étoile. Donc, dans R étoile, ça c'est P1 étoile plus P2 étoile qui est égal à 0. Donc, dans R étoile, la somme toujours des PI étoile est égale à 0. C'est la définition de R étoile. Donc, P1 étoile est égal à moins P2 étoile. Donc, toujours dans ce cas, dans R étoile, les particules, après collision, ils sont éjectées dans des directions opposées. Donc, dans des directions qui font 180 degrés entre 1 et 2. Sinon, il n'y aura pas cette conservation de la quantité de mouvement. C'est le même cas qu'on a vu dans la session précédente pour la désintégration du positronium qui se désintègre en deux photons émis en deux sens opposés. Parce qu'il y a cette conservation de la quantité de mouvement, ils sont obligés, les particules après collision, ils sont obligés à respecter cette conservation de la quantité de mouvement. Donc, ils doivent être éjectés dans des directions opposées. OK, donc c'est tout pour cette session. On continue donc dans une autre vidéo.